Hello tout le monde. Bon, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une foire aux questions dédiée à la construction de la maison puisque ça y est, ça fait 6 mois qu'on a emménagé ici. Autant vous dire que j'ai l'impression que c'était hier, enfin c'est passé à une allure incroyable. En fait j'avais fait une première FAQ à 6 mois de construction lorsqu'on était vraiment voilà, en plein dans les travaux. La maison n'était même pas encore hors d'eau, hors d'air, je crois, c'était le mois suivant. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de répondre à vos questions maintenant que la construction est terminée, enfin que l'intérieur de la maison est terminé. Voilà, avec le petit recul qu'on a. Donc pour vous situer un petit peu, si jamais vous n'avez pas suivi toute cette aventure, on s'est lancé dans l'autoconstruction partielle de notre maison. En fait, il y a un maçon qui a réalisé tout le gros œuvre. On a fait appel à différents artisans qui sont intervenus pour certains pôles et on a réalisé nous-mêmes aussi une bonne partie des travaux. Quand je dis nous, c'est avec l'aide précieuse de nos proches parce que mon compagnon et moi, on n'est pas du tout dans le milieu du bâtiment. Donc voilà, écoutez, c'est parti. Alors tout d'abord on m'a demandé combien de temps a duré la construction de la maison. Donc elle a débuté le 30 août 2021 et on a emménagé le 17 décembre 2022, soit quasiment 16 mois plus tard. Sachant que tout n'était pas totalement terminé dans la maison, il restait des finitions à faire comme la pose des plinthes, on n'avait pas encore de porte intérieure, la résine au sol dans le garage n'avait pas encore été posée, le sol de la cave non plus, la cave à vin était encore totalement brute, rien n'était fait au niveau des travaux extérieurs, mais en fait on voulait absolument pouvoir fêter Noël à la maison ainsi que les 2 ans de notre fils qui est né le 29 décembre, ça nous tenait vraiment tout particulièrement à cœur et en fait on n'en pouvait plus d'être à l'appart. Clairement, on le supportait plus, donc voilà, on a emménagé en sachant que voilà, tout n'était pas terminé. On n'avait pas forcément reçu tous les meubles. On a eu notre lit au bout de 4 mois. Enfin voilà, c'était un peu le camping pour certains trucs, mais on s'en fichait. Tout ce qu'on voulait, c'était de pouvoir emménager. Et pourtant, j'étais la première à dire, non mais quand on va emménager, tout sera terminé. De toute façon, après, on n'aura plus rien envie de faire. Je veux que tout soit nickel et tout. Mais pas du tout, tu parles. C'était voilà, tout à fait autrement en réalité, mais c'est pas grave. Franchement, si c'était à refaire, on referait exactement de la même façon parce qu'on regrette pas du tout. Au mois de janvier, on a pris une pause dans les travaux parce que on a fait l'anniversaire de Com pendant plusieurs week-ends, etc. Et puis on avait besoin de souffler aussi, je pense, un peu et de faire redescendre un peu la pression. Et depuis, mon compagnon travaille quasiment tous les week-ends dans la maison. Moi, je m'occupe de Com et puis je l'aide un petit peu quand je peux. Mais voilà, du coup, on avance un petit peu moins vite. On m'a demandé aussi quelle était la superficie de la maison. Ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Donc, elle fait 250 mètres carrés habitables et on a en dessous de la maison 60 mètres carrés de cave. Donc, 45 mètres carrés de cave classique ou pour du rangement et 15 mètres carrés environ de cave à vin qui est en cours d'aménagement. Ensuite, j'ai mon ordi qui est juste là avec toutes les petites questions. Es-tu satisfaite des superficies de chaque pièce? Et écoutez, pour le moment, oui, j'ai aucun regret. Je trouve que voilà, c'est assez cohérent, ça correspond à notre façon de vivre, à notre fonctionnement et voilà, je suis hyper contente. Donc pour rappel, on a une grande pièce de vie qui fait quasiment 100 mètres carrés où on retrouve la cuisine, le salon et la salle à manger. C'est plus ou moins divisé en 3. Le fait d'accorder autant de mètres carrés pour la pièce de vie par rapport à la surface totale de la maison, c'est un vrai parti pris. Mais ça correspond tout à fait à notre façon de vivre. On adore recevoir la pièce de vie, pour nous c'est vraiment le cœur même de la maison. On aime bien cuisiner, on aime bien se retrouver, que ça soit juste tous les trois en famille mais aussi avec nos proches, etc. Donc tout se passe un petit peu ici si vous voulez. Ensuite derrière la cuisine on a un cellier qui fait 8 ou 9 mètres carrés je crois et c'est vraiment très confortable pour ceux qu'on a besoin d'y ranger. Au rez-de-chaussée on a aussi une salle de jeu qui fait un petit peu plus de 9 mètres carrés qui est voilà, une surface aussi très correcte pour pouvoir mettre les jeux de Com. On a un garage de 45 mètres carrés puisqu'on voulait pouvoir garer 2 voitures à l'intérieur, donc ça c'est plutôt cool. Les caves, on est aussi hyper contents, ça nous permet d'avoir une bonne surface de rangement comme on n'a pas de grenier ou de choses comme ça. Ensuite à l'étage, on a 3 chambres qui font entre 13 et 14 mètres carrés. Ça je vous l'avais expliqué dans une précédente vidéo. Dans l'idéal, j'aurais bien voulu que ça soit un petit peu plus grand, mais on avait vraiment utilisé la surface maximale qu'on pouvait en construisant la maison par rapport à notre terrain. Donc on savait que les chambres allaient être un petit peu plus petites puisqu'on a quand même pas mal de pièces à l'étage, mais en soi on y va juste pour la nuit donc c'est pas gênant et même quand Com sera plus grand, je trouve que ça reste quand même correct. Mon bureau fait aussi presque 14 mètres carrés. On a 2 salles de bain à l'étage, un toilette en bas et au rez-de-chaussée. Et ensuite, il y a tout un espace qui est juste en face de moi, donc en face de la cuisine, qui est relié au garage, qui est l'annexe de la maison, où en fait, on a une autre chambre d'amis avec une petite salle d'eau qui fait environ 20 mètres carrés. C'était important pour nous d'avoir une chambre d'amis à cet endroit-là. On a plusieurs possibilités, donc ça, c'est plutôt cool.
Ensuite, on passe à la question qui est revenue le plus fréquemment, je crois que la moitié des questions c'était celle-ci, à savoir, avez-vous des regrets ou feriez-vous des choses un petit peu différemment avec le recul? Alors globalement, il n'y a pas énormément de choses, il n'y a pas un truc où on s'est dit oh là là mais on regrette tellement, on est dégoûté, on est trop déçu. Voilà, je suis assez rassurée par rapport à ça, mais voilà, il y a certaines choses quand même. Tout d'abord, au niveau de la baie vitrée de la cuisine et salle à manger, vous savez, donc c'est la grande baie qui se trouve face à moi. En fait, on voulait qu'au niveau du sol, elle soit vraiment à fleur pour que quand on passe de l'intérieur vers l'extérieur de la maison, on n'ait pas à lever les pieds. Si vous voulez que tout soit vraiment au même niveau, ça c'est quelque chose qu'on voulait vraiment, on l'avait bien précisé aux maçons. Et au final, quand ils ont coulé la dalle, ils ont oublié ce détail-là et on se retrouve avec la baie qui dépasse de 3-4 cm, je dirais, par rapport au niveau du sol. Donc en soi, c'est pas grave, c'est un détail, mais c'est un peu rageant dans le sens où on y avait pensé, on l'avait anticipé. Et puis de toute façon, une fois que la dalle était coulée, c'était fait. Donc voilà, c'est pas bien grave, mais c'est vrai que voilà, c'est un petit truc qu'on aurait bien voulu avoir. Et pour ma part, je suis pas totalement satisfaite du sol du rez-de-chaussée. En fait, on a opté pour des carreaux de grès cérame en 75 par 75 de la marque Maradi qu'on a acheté chez Anzil. C'est un carrelage qui en magasin était vraiment beige avec un sous-ton très chaud qui était bien chaleureux. J'avais sorti aussi le carreau à l'extérieur pour le voir à la lumière du jour, etc. On avait même pu prendre une petite chute qu'on avait ramenée à la maison, voilà, pour situer un petit peu avec la lumière. Et en fait, une fois posé, je trouve qu'il ressort gris et pas du tout beige. Et le gris, moi, c'est pas une couleur que j'affectionne. Je trouve que c'est un ton qui est froid et qui me correspond beaucoup moins, donc voilà, je suis un petit peu déçue. Et l'effet joint entre les carreaux, bien qu'il soit extrêmement fin, le grès cérame a été super bien posé, ça me ravit pas forcément énormément. Moi je suis vraiment pas de la team grès cérame, carrelage, etc. Je rêvais d'avoir du béton ciré, mais après c'est vrai que le grès cérame c'était aussi un peu le choix de la raison. Voilà, on voulait quelque chose qui soit hyper résistant, avec un enfant en bas âge, quand les jouets tombent, les verres, les bouteilles et tout. Enfin, même nous, moi je suis maladroite, donc voilà. Mais je pense que dans quelques années, un peu plus tard, quand Como aura grandi, on craquera pour du béton ciré parce que je trouve ça incroyable. On en a dans toute notre salle de bain parentale. Et c'est tellement beau, enfin c'est un matériau que je trouve du plus bel effet, c'est immédiatement chaleureux et voilà, donc je sais à terme qu'on le fera, pas tout de suite, on va déjà amortir un peu le grès cérame, mais à terme voilà, on changera le sol, ça c'est sûr. Donc globalement pas de très gros regrets, mais c'est vrai qu'on a passé un temps fou à imaginer la maison, à essayer de penser à chaque petit détail. En fait quand on est arrivé chez l'architecte, on est venu avec déjà le dessin de la maison qu'on voulait, on savait exactement ce qu'on voulait. Alors bien sûr elle a été de très bons conseils. Elle a notamment assuré toute la partie technique et tout que nous on maîtrisait pas. Il y a eu énormément de réflexions en amont et ça en valait la peine parce que du coup on a évité, je pense, de faire un maximum d'erreurs. Mais quoi qu'il arrive, je vais réaliser 2 vidéos, une sur les choses qu'on referait à coup sûr qui sont super pratiques dans la maison et une autre sur les petits détails comme ça qu'on regrette un petit peu et qu'on ferait différemment. Mais voilà, ça arrivera prochainement. Ensuite, on m'a demandé quel était le meilleur et le pire souvenir de cette aventure, donc pour la construction. Alors, pour les meilleurs souvenirs d'un point de vue travaux, je dirais le placo, parce que je trouve que c'est une étape qui est un peu magique. Toute la maison se transforme comme ça en très peu de temps. Ça rend les choses beaucoup plus concrètes, on se rend compte des volumes, toute la maison se dessine en fait. Et c'est vrai que c'est une étape que j'avais vraiment adorée. Et quand les idées prennent vie, c'était aussi assez fou, comme la pose de la cuisine, l'installation du béton ciré dans notre salle de bain, les peintures. En fait, on passe des mois à imaginer tout ça et puis d'un seul coup, tout devient réalité. Et ça, j'avoue que c'était aussi une étape que j'ai vraiment beaucoup aimée. Et puis toute cette aventure humaine aussi que représente la construction avec mon compagnon et puis l'aide de tous nos proches. On a vécu voilà, des beaux fous rires, des beaux moments. Il y a eu des moments plus difficiles aussi, parfois des prises de tête, ça c'est assez certain. Mais tous ces moments partagés, c'était trop chouette. C'était une aventure un peu folle quand même, mais elle était aussi belle qu'intense, j'ai envie de dire. Et parfois, j'avoue que ça me manque un petit peu. C'est drôle, hein, parce que j'avais qu'une envie, c'était que ça se termine à la fin et qu'on emménage. Mais en même temps, je me dis que c'était quand même très cool de voir toute l'évolution, les choses qui se transformaient dans la maison. Et en fait, j'ai tellement appris aussi pendant la construction. J'étais totalement novice avant que ça débute. J'y connaissais vraiment quasiment rien. Et en fait, avec nos proches et puis avec les artisans, on a énormément appris. Mon compagnon a acquis un nombre de connaissances incalculables. Il connaît la maison par cœur sur le bout des doigts. Toutes les dimensions, les matériaux, les techniques qui ont été utilisées, c'est fou en fait. C'est une aventure qui est extrêmement enrichissante. Donc voilà.
c'était à refaire, on le referait. Pas 50 fois, ça c'est clair, parce que c'était quand même bien prenant, mais vraiment aucun regret. Et le pire souvenir de cette période, je dirais que c'était au mois de novembre 2022, donc quelques semaines avant d'emménager. À ce moment-là, c'était dur, pour être honnête. La fatigue était super intense, je pense qu'elle s'était bien accumulée aussi, puisqu'on bossait toute la semaine, on faisait les travaux le week-end, les mois de novembre et décembre pour moi côté boulot, ce sont les 2 mois les plus chargés de l'année. Mon chéri a bossé tous les week-ends pendant les 16 mois de la construction. Moi pendant ce temps je me suis occupée de Com toute seule de mon côté. Ça aussi c'était un peu dur. Quand la construction a démarré, Com avait seulement 9 mois et quand elle a terminé il avait quasiment 2 ans. Donc c'est vrai que finalement on était rarement tous les trois. Moi j'ai pu venir pendant les 4 derniers mois de travaux. Voilà, je faisais garder Com à ce moment-là, mais j'avais pas envie de le faire garder toute la construction de la maison. Il était petit et puis j'avais envie et besoin d'être avec lui. En plus, en cette fin d'année, Com se réveillait de nouveau la nuit, donc du coup on récupérait jamais en fait. On se reposait pas la nuit, on se reposait pas le week-end. J'en avais d'ailleurs parlé dans le dernier vlog construction, il me semble. En plus, il y avait un peu le stress aussi de l'échéance qui approchait, parce qu'on avait l'impression qu'on allait jamais y arriver, il restait tellement de choses à faire. C'était la dernière ligne droite, on a vraiment mis les bouchées doubles pour que tout s'accélère. C'est vrai que finalement, en 2 ans, on a eu un bébé et on a construit une maison en s'investissant dans les travaux. C'est vrai qu'avec le recul c'était quand même un peu ambitieux à vrai dire, mais voilà, après on est hyper content de l'avoir fait, on est super content de pouvoir voilà, que Com puisse grandir ici aussi maintenant, mais je vous avoue que c'était pas de tout repos, voilà. Alors, quel est le programme de la suite des travaux? Alors, il y a des petites choses qui sont faites à droite à gauche qui sont pas hyper intéressantes à montrer, donc c'est vrai que je le dis pas forcément, mais là, dernièrement, le papa de mon compagnon a installé la clim dans la maison. Ils sont occupés aussi de l'électricité dans la cave à vin. Il y a eu la construction de l'escalier extérieur. Donc le gros pôle maintenant, ce sont les extérieurs. En fait, les travaux auraient dû démarrer déjà il y a quelques semaines. On attend en fait la validation pour la construction de la piscine. Et puis ensuite, on va pouvoir réaliser la terrasse. Donc on va créer la terrasse principale qui est attenante à la pièce de vie. Et puis en face, où il y a l'annexe, on va faire aussi une petite terrasse secondaire. Il y a les derniers murs extérieurs aussi qui doivent être réalisés, puisqu'il y a une partie qui a été faite, mais pas tout. On a fait un devis chez un paysagiste aussi pour pouvoir réaliser tout le jardin en fait, donc avec la pelouse et puis végétaliser et arborer les extérieurs. Donc on va s'occuper de tout ça pendant les 9 prochains mois pour que tout soit terminé au début du printemps prochain et qu'on puisse vraiment en profiter pour les beaux jours de l'année prochaine. Donc voilà, cette année ça va être encore un peu en mode camping, mais de toute façon on savait que tout n'allait pas être fait la première année. On préfère prendre notre temps et que ça soit bien fait, voilà. Donc écoutez, c'est un peu le programme de ces prochains mois, mais de toute façon je vous montrerai tout ça comme d'habitude. Ça me permet de rebondir sur la question suivante, à savoir est-ce que les vlogs construction sont terminés. Donc si jamais vous ne les avez pas vus, j'ai publié 10 vlogs construction au total qui retracent toute cette aventure sur ma chaîne YouTube. Ce sont des vidéos assez complètes qui abordent vraiment les différentes étapes de la construction. J'aurais bien voulu en faire plus, mais c'est vrai que je voulais pas non plus publier des vidéos pour publier des vidéos et vous montrer que quelques petits trucs. Moi j'aime bien quand les contenus sont quand même assez riches. Et puis c'est vrai que je manquais de temps, c'était pas forcément toujours évident de filmer quand je bossais sur le chantier, etc. Donc voilà. Mais quoi qu'il arrive, ces 10 vidéos sont toujours là, donc si jamais vous voulez y jeter un coup d'œil. Donc depuis qu'on a emménagé, je vous propose des vlogs aménagement sur ma chaîne et je complète avec des vidéos dédiées à chacune des pièces. Donc pour le moment, j'ai déjà fait la chambre parentale, notre salle de bain, le dressing, la buanderie, la cuisine. En fait, je m'étais dit une pièce par mois et au final, c'est un petit peu ce que j'ai fait jusqu'à présent. Donc voilà, je suis plutôt contente, c'est un bon rythme. Ça me permet de bien me poser sur chacune des pièces. Puisque comme dit précédemment, je veux vraiment prendre le temps pour aménager et décorer chacune des pièces de la maison. J'ai pas envie de me précipiter, d'acheter pour acheter au risque de regretter par la suite. Et je trouve que c'est d'autant mieux de faire ça en vivant dans la maison puisque ça permet de se rendre compte aussi des besoins et des envies que j'ai. Donc là, je suis en train de m'occuper du salon. La vidéo arrivera prochainement sur ma chaîne YouTube. Ensuite, il me restera aussi la chambre de com qui est tout aménagée, mais ça sera de la déco. Idem pour la salle de jeu, la salle de bain enfant, la chambre d'amis et après le bureau définitif, mais ça sera pour un petit peu plus tard. Donc voilà, écoutez, les vidéos déco sont loin d'être terminées puisque comme vous pouvez le voir, il y a encore pas mal de choses à faire. Et bien évidemment, je ferai aussi des vidéos sur tous les travaux extérieurs de la maison puisqu'il va y avoir une sacrée transformation. À l'heure où je vous parle, c'est un peu la cambrousse dans le jardin. Il y a des mauvaises herbes et tout qui ont poussé dans tous les sens. Mais on va essayer d'en faire un truc assez chouette. Donc voilà, avec la piscine et tout, je vous montrerai tout ça. Je suis désolée pour l'arrière-fond sonore, les voisins font des travaux donc j'ai pas trop le choix.
Ensuite, on m'a demandé si j'étais satisfaite des différents matériaux qu'on avait choisis. Et bien écoutez, en toute honnêteté, oui, je suis hyper contente, notamment du plan de travail de la cuisine. On avait opté pour du Decton, c'est un matériau qui est hyper résistant aux coups, aux rayures, il résiste à la chaleur aussi. Quand on sort un plat du four, on peut le poser dessus, il n'y a vraiment aucun problème. Et c'est hyper facile d'entretien, même si on a un plan de travail blanc, il se nettoie super bien avec du savon noir et une microfibre ou une éponge. Donc voilà, trop pratique. Et dans une cuisine, mine de rien, c'est quand même important. Je suis satisfaite aussi des façades de la cuisine en coloris chêne. Ça permet de pas avoir les petites traces de doigts. Donc ça, c'est plutôt cool. Le grès cérame au sol, même si esthétiquement, c'est pas ce que je préfère le plus, c'est hyper facile d'entretien. C'est aussi très résistant, donc ça, c'est top. Les doubles vasques incrustés qu'on a fait faire pour notre salle de bain parentale sont aussi hyper faciles d'entretien. Le béton ciré dans cette pièce est aussi sublime. Ça, je regrette en fait de ne pas avoir mis plus de béton ciré dans la maison parce que c'est un matériau qui est sublime. Et je voulais faire un petit retour sur la table de salle à manger. En fait, on a fait faire un plateau en céramique. C'est une matière qui est aussi assez résistante. Par contre, il y a deux petites choses. Si jamais on fait des tâches, de choses qui tâchent très fort, comme si on renverse du vin, etc., il faut tout de suite la nettoyer, sinon ça a tendance à s'imprégner un peu plus. Donc ça finit par partir, mais il faut utiliser un produit un peu plus fort. Et aussi c'est assez bruyant si vous posez les assiettes comme ça sans dessous d'assiette en fait. Donc en général nous on met des sets de table et il n'y a aucun problème, ou si vous voulez mettre une nappe, mais c'est vrai que c'est quand même un petit détail à prendre en compte. On m'a demandé ce qui avait été le plus difficile à gérer dans la construction, et alors sans aucun doute c'est le fait de devoir gérer toute l'organisation de la construction justement, puisque nous on n'est pas passé par un constructeur et on n'avait pas de maître d'œuvre à part entière si vous voulez. C'est mon beau-père qui travaille dans le bâtiment et mon compagnon qui ont joué ce rôle là. Donc il faut trouver tous les artisans, coordonner tous les artisans pour éviter d'accumuler trop de retard et faire en sorte en fait que tous les corps de métier puissent bien s'enchaîner sur le chantier et qu'il n'y ait pas trop de temps mort en fait. Il faut gérer les problèmes aussi parce qu'il y en a eu forcément. Et puis il faut faire tous les devis, relancer aussi les artisans et gérer les commandes des matériaux. Et c'est vrai que tout ça prend beaucoup de temps, donc on s'occupait de ça bien souvent le soir aussi. De toute façon pendant 1 an et demi, tout notre temps libre quasiment a été consacré à la construction de la maison. Après c'était aussi un choix de notre part d'avoir fait beaucoup par nous-mêmes. Mais c'est vrai qu'il faut quand même en avoir bien conscience avant de se lancer parce que c'est quand même un sacrifice à faire. Et aussi le choix des matériaux, ça prend beaucoup de temps si on veut éviter au maximum d'avoir des regrets. Sélectionner de bons produits avec une belle qualité, réfléchir à ce qui serait le plus pratique. Tout ça c'est vrai que ça fait beaucoup dans une maison. On peut vite se retrouver avec une maison qui n'est pas fonctionnelle, pas facile à entretenir, et c'est vrai que c'est franchement pas l'objectif. Donc voilà. Est-ce qu'on a eu des mauvaises surprises? Alors globalement non, tout s'est bien passé. En fait quasiment tous les artisans qui sont intervenus dans la maison sont des connaissances au papa de mon compagnon, donc c'est vrai que ça aide quand même et ça facilite pas mal la chose. Ou c'était des entreprises recommandées par des proches, donc de toute façon je le dis toujours, mais le bouche à oreille c'est le meilleur moyen pour trouver des artisans qui soient qualifiés et compétents et éviter au maximum les soucis par la suite. Bien s'entourer dans une construction c'est primordial, donc ça a fait beaucoup aussi et c'est pour ça que ça s'est bien passé. Par contre on a été un peu déçus de l'entreprise des menuiseries, donc pour toutes les fenêtres de la maison et puis la porte de garage. Pas pour les produits parce qu'ils sont vraiment d'une excellente qualité et puis on a opté pour de l'alu, mais on a été déçus par le service client. Déjà il y a eu un gros retard dans la livraison, ils se sont trompés un nombre de fois mais incalculable sur les fenêtres, que ça soit dans les dimensions, dans les finis des vitres, dans les coloris parfois. Enfin sincèrement je pense qu'ils ont vraiment travaillé à perte sur notre chantier parce qu'ils ont dû à chaque fois recommander les fenêtres, etc. Et c'est un détail, mais on attend toujours les caches qui vont sur les charnières, vous savez, des fenêtres. Ça fait plus d'1 an que les fenêtres ont été posées dans la maison. C'est une broutille, mais c'est pour vous dire, vous voyez, je trouve que c'est un manque de sérieux et en ça c'est un peu dommage. Sinon on a quand même eu un surcoût sur certaines choses, mais globalement on s'en est super bien sorti, notamment parce qu'on avait signé un bon nombre de devis avant qu'il y ait eu toute cette hausse des matériaux. Et je pense qu'on est passé vraiment tout juste quoi, si vous voulez. Si on reconstruisait la maison aujourd'hui, les tarifs seraient encore plus conséquents. Donc voilà, pour ça on a vraiment eu de la chance. On m'a demandé aussi si le couple avait été mis à rude épreuve pendant la construction. Alors j'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient assez souvent quand on entend parler de rénovation, de construction, etc. D'autant plus quand on s'investit pas mal dans les travaux. Alors vous savez, j'aborde assez peu ma vie privée, encore moins mon couple, donc voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais on s'est quand même disputé un peu plus qu'habituellement.
Non pas pour la construction en elle-même si vous voulez, parce que globalement on était d'accord sur les choix des matériaux, sur ce qu'on avait envie de faire pour la maison, et ça il n'y a vraiment eu aucun souci. Mais je pense que c'est plutôt dû aux conséquences qui sont liées à la construction, notamment de par le stress et puis la fatigue que ça a engendré. Et quand t'es crevé, t'as un peu moins de patience, t'es plus tendu, et les petits trucs anodins du quotidien peuvent vite devenir toute une montagne, alors qu'habituellement on aurait laissé couler, il n'y avait aucun souci. Et là ça nous est vrillé plus facilement, vous voyez. Donc c'est plus dans ce sens-là, mais il faut essayer de relativiser, redescendre un peu en pression et se dire que c'est temporaire. De toute façon, la construction se termine un jour ou l'autre. Après, on est quand même assez solide, on est en couple depuis bientôt 12 ans, donc voilà, je pense qu'on avait les armes aussi pour faire face à tout ça, mais c'est vrai que ça reste quand même une sacrée aventure. Aussi, j'ai eu quelques questions relatives au budget, donc j'ai abordé ce sujet-là dans la précédente vidéo FAQ si jamais vous voulez la regarder, mais clairement je ne souhaite pas communiquer le coût de notre maison. Alors je sais que pour certains ça permettrait de se situer un petit peu, mais je sais que ça a attiré des personnes profondément malveillantes. Je connais très bien les réseaux sociaux, je sais comment ça fonctionne et j'ai pas envie qu'on s'en serve ensuite pour m'attaquer. Et comme je le disais dans l'autre foire aux questions, le budget dépend de tellement de facteurs différents. Le prix d'un terrain peut varier vraiment d'une région à l'autre. Dans certaines régions, on va le payer 100 000, dans d'autres, ça sera 300 000, juste le terrain. Ensuite, il faut construire toute la maison dessus. Et puis pour les matériaux, c'est pareil, on peut prendre un parquet à 15 € du mètre carré comme un parquet à 100 €. Et c'est ça pour tout en fait. Donc voilà, ça avancerait pas trop non plus le truc. En fait, je pense que chacun doit essayer de faire au mieux avec le budget dont il dispose. Voilà. Tout simplement. Et justement, le budget est-il respecté ou a-t-il explosé? Donc en fait, on avait évalué un budget global au tout début du projet, vraiment quand on a commencé à faire nos recherches. Ensuite, on l'a précisé et affiné quand on a fait les devis auprès des différents artisans, évalué les coûts des matériaux dont on allait avoir besoin au fil de l'avancée du chantier, etc. Et on a aussi ajouté quelques éléments en cours de route au fil de la construction, notamment l'insert gaz, donc la cheminée dans le salon. C'était pas prévu et ça, c'était quand même un bon surcoût. Et avec les extérieurs à faire et la piscine, on va le dépasser clairement. On a estimé le budget supplémentaire à environ 15% par rapport à la maison. Donc voilà, ça reste encore assez correct. On n'a pas doublé non plus le tarif, mais c'est vrai que si vous pouvez prévoir une enveloppe budgétaire supplémentaire au cas où, c'est toujours bien. Ensuite, une question que j'ai trouvée hyper intéressante, quel est le pourcentage d'économie en réalisant les travaux par soi-même? Alors c'est assez difficile d'y répondre pour moi parce qu'en fait, en économisant sur la main d'œuvre, bien souvent ça nous a permis d'opter pour une qualité de matériaux supérieure. À titre d'exemple, c'est le papa de mon compagnon qui s'est occupé de toute l'électricité de l'ensemble de la maison. Du coup, ces économies-là qui sont vraiment pas négligeables parce que ça a quand même un certain coût, cette main-d'œuvre d'électricien. Ça nous a dégagé du budget supplémentaire pour, par exemple, s'offrir l'insert gaz dans le salon et d'autres choses, vous voyez. Donc voilà, on a un peu réparti du coup d'une manière différente. Donc ça serait un peu difficile pour moi de vous donner un pourcentage précis. Es-tu satisfaite du couloir en verre? Ce fameux couloir en verre qui interroge pas mal de personnes, j'ai l'impression, que ça soit pour l'entretien et puis la transparence par rapport aux robes. Donc en fait, nous, on a opté pour une grande partie en verre dans la pièce de vie. Donc vous avez tout le garde-corps derrière moi, tac, juste là. Donc c'est le garde-corps de l'escalier. Ensuite, le garde-corps fait également une bonne partie de l'étage. Et au sol, on a des dalles vitrées. Alors j'en suis absolument ravie. Si c'était à refaire, je le referai. C'est un élément important dans la maison et je trouve que c'est aussi ce qui fait un petit peu son originalité. C'est pas quelque chose qu'on voit tout le temps. Alors côté entretien, c'est comme pour des vitres classiques, vinaigre blanc et de l'eau avec une microfibre très souple et douce pour ne pas rayer la surface en fait. Alors clairement, c'est pas toujours nickel, notamment avec un enfant, et puis même nous, on salit aussi en marchant quand il y a des petites peluches qui tombent, de la poussière, etc. Mais on le savait et ça ne nous pose aucun problème. En fait, c'est une maison qui vit, qui est pas forcément toujours nickel avec aucune trace. Ce sont des vitres qu'on nettoie environ 2 fois par semaine en règle générale pour que ça reste quand même un minimum propre et que ça soit pas trop dégueu non plus, mais voilà, c'est pas toujours impeccable et franchement c'est pas grave. Donc voilà, il faut accepter que ça soit pas forcément tous les jours nickel, sauf si vous voulez passer votre vie à entretenir la maison, mais clairement, voilà, moi j'ai vraiment pas envie d'être esclave de la maison. Et au sujet de la transparence aussi, quand on est en robe, je sais que ça inquiète un peu certaines personnes, mais écoutez, ça pose pas de soucis. Déjà, quand on a du monde, bien souvent on n'est pas à l'étage, on est avec les gens au rez-de-chaussée, donc voilà, ça arrive assez peu souvent. Et si vraiment je suis à l'étage, en fait les gens n'ont pas la tête en l'air et ne fixent pas les dalles de verre si vous voulez.
Voilà, on est concentré, on est en discussion, etc. Donc voilà, les gens sont pas figés à regarder en l'air comme ça. Et on a quand même fait le test pour voir, mais on voit rien en fait à partir du moment où on est en train de marcher en mouvement. Voilà, moi je me balade pas non plus avec des mini-jupes. Certaines personnes se demandent aussi comment est-ce qu'on fait pour demander aux gens de ne pas porter de chaussures chez nous. Puisque si jamais vous ne le savez pas, voilà, moi je veux pas que les gens entrent en chaussures chez nous et qu'on se promène avec les chaussures sales dans la maison. Tout simplement pour une raison évidente d'hygiène. Je trouve ça absolument dégoûtant de marcher avec des chaussures qu'on porte à l'extérieur dans une maison, que ça soit chez moi mais chez les autres aussi. Moi j'enlève systématiquement mes chaussures. En fait, je trouve que ça devrait être comme ça partout finalement. En plus, ça permet de salir beaucoup moins rapidement la maison. Et aussi, je voulais protéger les sols et les joints clairs, puisqu'on a des joints clairs tout autour des grès cérames sur les dalles au sol en fait, et je voudrais pas qu'elles s'encrassent trop facilement. Et donc voilà, le pourquoi du comment. Et comment on fait? Bah écoutez, on demande tout simplement aux gens de retirer leurs chaussures, et s'ils sont un peu interloqués, on leur explique pourquoi, et en fait les gens comprennent tout à fait. Nos proches ont carrément l'habitude, par exemple nos parents ont carrément leurs chaussons, il y a une petite boîte avec leurs chaussons à la maison pour que voilà, qu'ils aient ce qu'il faut. Et sinon on a aussi des chaussons invités, genre les petits chaussons d'hôtel, vous voyez, on a quelques paires au cas où si les gens veulent vraiment porter des chaussons. Après c'est vrai que nous on est tous les trois tout le temps pieds nus à la maison, on adore être pieds nus, et en plus on a le chauffage au sol, donc c'est un vrai régal pendant l'hiver, mais voilà, finalement c'est logique et ça pose aucun souci. Question pratique par rapport à la buanderie, est-ce qu'elle n'est pas trop bruyante à l'étage? Donc si vous avez suivi les vidéos, vous le savez, on a décidé de placer la buanderie à l'étage, puisque finalement c'est, encore une fois, c'est le plus logique. Quand on réfléchit au chemin qu'emprunte le linge, à la fin de la journée on le met dans un panier à linge. Ensuite, on lance les machines et on fait sécher le linge et on range le linge dans le dressing. Donc, on voyait pas l'utilité d'avoir à faire des allers-retours dans les escaliers, descendre le linge au rez-de-chaussée, remonter, ranger, etc. Puisque finalement, ça n'avait pas trop d'intérêt. Donc, on a décidé de mettre la buanderie à l'étage. On a réfléchi à l'éloigner le plus possible des chambres. Donc, elle se trouve entre mon bureau et les toilettes. Et jusqu'à la prochaine chambre qui est la chambre de com, il y a encore un couloir, donc pas de souci. Autre chose, on a des portes qui ont une isolation phonique dans toute la maison, ça c'était important. Du coup ça permet vraiment de bien couper le bruit aussi par rapport au sèche-linge et aux machines. C'est souvent l'essorage qui fait quand même pas mal de bruit de la machine. Et toute la maison est plaquée en double pot, c'est-à-dire que sur tous les murs on a double couche de placo pour renforcer encore cette isolation et qu'elle soit de meilleure qualité. Donc sincèrement on entend quasiment rien quand les machines tournent. En plus, moi bien souvent je les fais tourner en journée. Comme je travaille de la maison, je préfère lancer une petite machine, rebosser, etc. Donc je fais pas tourner de machine la nuit. Et même si c'était le cas, franchement ça poserait pas de problème, parce que vraiment je vous le dis, c'est pas bruyant grâce à ces trois facteurs là. En tout cas, je vous recommande vivement de placer cette pièce là à l'étage si jamais vous en avez la possibilité quand vous concevez votre maison. Franchement c'est trop pratique. Ensuite, qu'aurais-tu aimé avoir dans la maison et qui n'a pas été possible? Alors je crois que je vous en avais déjà parlé, mais il y a deux choses principales. Tout d'abord, la baie vitrée, donc qui se trouve juste en face de moi, comme je vous le disais. On aurait rêvé que ça soit une baie vitrée de 6 mètres de long et qu'elle soit à galandage, donc c'est-à-dire qu'elle rentre totalement dans les murs, vous savez, qu'elle s'encastre. Mais ça nous a clairement été déconseillé. Nous on habite en Lorraine, on va pas se mentir qu'il pleut quand même pas mal de temps dans l'année. Il y a beaucoup d'humidité quand c'est le cas, genre en automne, etc. Et avec le risque d'infiltration, etc., c'était vraiment pas du tout recommandé. Donc on a fait encore une fois le choix de la raison. Au final, on a une baie qui fait quand même 5 mètres. Donc d'un point de vue technique, on a dû batailler par rapport au volet, etc. Et c'est pas forcément hyper courant, mais on a quand même réussi à le faire. Donc ça, c'est trop cool. Ça apporte une lumière incroyable dans la maison et on regrette absolument pas. Et la baie est séparée simplement en deux. Donc il y a deux vantaux, dont un coulissant et un fixe. On voulait vraiment avoir le maximum de lumière et avoir l'impression qu'il n'y ait pas de vitre en fait, si vous voulez, comme si on était comme ça attiré par l'extérieur, mais pas avoir à chaque fois des vantaux qui coupent tout. Moi je trouve ça un peu moins joli. Donc écoutez, on est quand même hyper content. On a une ouverture de 2,50 m, ça reste très confortable. Voilà, je pense que quand on passera de l'intérieur à l'extérieur à chaque fois, ça sera cool, mais ça c'était vraiment dans l'idéal. Et le deuxième point, c'est en fait quand on construit une maison, il y a un PLU, donc le plan local d'urbanisme, qui impose une hauteur maximale de la maison à ne pas dépasser, donc hauteur finie quand la maison est terminée. Et du coup forcément ça réduit un petit peu les possibilités quant à la hauteur de plafond dans la maison. Au rez-de-chaussée je crois qu'on est à 2,55. Pareil, on a perdu aussi un petit peu puisqu'on a fait installer de la clim, donc forcément ça prend aussi pas mal de place. Mais voilà, moi j'aurais voulu avoir des plafonds à 2,83 mètres au rez-de-chaussée. Dans les chambres c'est pas gênant, mais au rez-de-chaussée j'aurais adoré.
Ça n'a pas été possible, écoutez, c'est comme ça, mais voilà, ce sont les deux petites choses où j'aurais aimé que ça soit différent. On se retrouve un changement de batterie plus tard. Je crois que je parle beaucoup trop dans cette vidéo. Si la batterie s'est vidée, c'est clairement que c'était très long. Une question assez chouette, y a-t-il des travaux que vous auriez plutôt fait faire ou au contraire que vous auriez pu faire vous-même? Qu'on aurait pu faire nous-mêmes, c'est le coffrage de la cheminée. Au début, on a eu un peu peur parce que personne s'y connaissait trop par rapport à l'insert gaz, etc. parmi nos proches. Donc on ne voulait pas non plus se lancer là-dedans. Et puis comme ça touche aussi à la sécurité, mais après réflexion, on aurait clairement pu le faire, ça nous aurait fait faire des économies aussi, et en plus c'était pas forcément extrêmement bien fait. On a dû reprendre une bonne partie par la suite et du coup ça fait double boulot. Et qu'on aurait fait faire, j'ai posé la question à mon compagnon et il était du même avis, rien. Je pense que toutes les choses qu'on a faites nous ont beaucoup appris. Ça a été très enrichissant. Maintenant, on connaît la maison dans les moindres détails. Et ça, c'est quand même un gros point fort. Alors certes, c'était éprouvant, mais clairement, ça en valait la peine. Donc, as-tu mis du temps à te sentir bien dans ta nouvelle maison? En fait, c'est un peu comme si c'était une évidence qu'on vive ici tous les trois. Je sais pas, c'est un sentiment un peu particulier, mais je me suis tout de suite sentie bien. Je pense aussi que le fait d'être venue très régulièrement sur le chantier, d'avoir travaillé ici et d'avoir tout imaginé, ça joue aussi beaucoup. Je me sentais pas chez quelqu'un d'autre en fait. Et puis on attendait qu'une chose, c'était d'emménager, donc c'était juste du bonheur en fait de pouvoir enfin vivre ici. Alors les premiers jours ça fait quand même un peu drôle de se réveiller ici, le temps de prendre ces nouvelles marques, etc. Mais on s'y est habitué et sincèrement on s'y sent hyper bien. Je trouve que la maison est chaleureuse, elle dégage quelque chose de positif, enfin, vraiment on est bien ici, donc voilà, je suis hyper contente pour ça. Et on m'avait posé aussi la question par rapport à Com. Donc notre fils avait 2 ans quand on a emménagé dans la maison et donc voilà, on avait essayé de le préparer un maximum. Il venait régulièrement sur le chantier, j'avais acheté des petits livres aussi sur le déménagement, on a beaucoup verbalisé aussi ce qui allait se passer et écoutez, il n'a pas du tout été perturbé. Je m'attendais à ce qu'il soit un peu chamboulé, mais franchement j'ai l'impression qu'il a toujours vécu ici en fait. Il a très vite pris ses repères, il se sent bien, il a plus d'espace aussi qu'avant, et c'est un bonheur pour nous de pouvoir voir Com grandir ici. C'était une aventure qui était hyper intense, comme je vous le disais, très prenante. On a fait des sacrifices, on a tout donné pour cette maison pendant 1 an et demi. Mais franchement c'est que du bonheur aujourd'hui, on peut en profiter pleinement, même s'il reste encore pas mal de choses à faire, même si on a encore du boulot, que les week-ends sont encore pas mal consacrés à tout ça. Franchement c'est une belle récompense et je crois qu'on peut dire qu'on est fiers de nous et fiers de tous nos proches qui nous ont aidés parce que ça a été une aventure incroyable et je suis hyper contente qu'on se soit lancé là-dedans tout simplement. Aujourd'hui on est heureux, on est bien ici et je crois que c'est le plus beau des cadeaux qu'on pouvait se faire. Voilà, écoutez, je crois que c'est une belle façon de terminer cette vidéo avec un peu d'émotion, mais voilà, j'ai l'impression que cette vidéo-là marque un peu la fin de tout ça alors que c'est pas terminé, mais voilà, inconsciemment c'est l'effet que ça me fait. Écoutez, en tout cas, je vous remercie de suivre tout ça. J'espère que vous serez encore nombreux au rendez-vous pour la suite de cette aventure avec toutes les autres pièces qui n'attendent qu'une chose, c'est d'être décorées. Donc voilà, je vous montre tout ça comme d'habitude. Et voilà, écoutez, j'ai bien assez parlé, je crois, dans cette vidéo. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à bientôt.